Maître Barbara, Emmanuelle Barbara, bonsoir, vous êtes avocate spécialiste en droit du travail. Selon vous, il y a un problème français avec l'emploi, oui certes. On n'a pas donné aux personnes la capacité de rebond dans une économie ultra rapide et cela doit changer. À côté de vous, David Kella, économiste atterré, labellisé atterré. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Angers. Vous venez de faire publier un essai intitulé « L'économie du réel, il est derrière moi en grand » chez Debeuc Supérieur. Et selon vous, David Kella, donner de la flexibilité aux entreprises ne sert à rien, car le problème réel sur le front de l'emploi, c'est la mondialisation qu'il faut absolument mieux réguler. Et enfin, Éric Heyer, bonsoir, vous êtes économiste à l'OFCE. Selon vous, la France peut renouer avec le plein emploi. Elle en a les moyens, mais elle doit trouver une sorte d'équilibre parfait entre la flexibilité des entreprises et la sécurité à laquelle aspirent les salariés. On va démarrer avec une première question pour ce débat qui est une question d'un de nos internautes, spectateurs bien sûr. Oui, absolument, c'est une question essentielle de définition. Un téléspectateur qui demande, quand on parle de plein emploi, de quoi parle-t-on? Éric Heyer, on imagine bien que ce n'est pas 0% de chômage, mais est-ce qu'il y a un chiffre qui ferait consensus, qui serait établi par le Bureau international du travail ou Non, il n'y a pas une définition du Bureau international du travail, mais c'est intéressant quand même d'aborder le problème par là, parce qu'on parle de taux de chômage, et donc effectivement, c'est un taux de chômage qui se situerait aux alentours de 4,5. Entre 4 et 4,5, on considère qu'on est au plein emploi parce qu'il est très difficile de descendre en dessous. Mais je pense que c'est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, on juge le plein emploi à l'aune d'un critère qui est le taux de chômage et qui ne veut pas dire grand-chose et qu'il est nécessaire de le compléter par d'autres indicateurs comme le taux d'emploi, comme le taux de pauvreté, comme les indices d'inégalité. Parce que finalement, baisser le taux de chômage, ça peut être extrêmement facile. De manière artificielle. De façon artificielle, soit comme aux États-Unis, en baissant le taux d'emploi, c'est-à-dire on retire de la population active un certain nombre de personnes. Ou des radiations. C'est très simple, vous faites baisser votre taux de chômage, le BIT vous dit bravo, mais en fait, votre situation aurait été plus dégradée. Structurellement, rien n'est réglé. Une autre façon de faire, c'est vous créer des tout petits boulots. Vous créez des emplois à quelques euros de l'heure. Le taux de chômage, parce que rappelons, le chômage, ça veut dire est-ce que vous avez travaillé ne serait-ce qu'une heure au cours de la semaine de référence? Vous avez travaillé 2 heures, vous n'êtes plus au chômage. Donc on voit bien que prendre l'aspect plein emploi uniquement à l'aune d'un critère qui est le taux de chômage, à mon avis, c'est la plus mauvaise façon de le regarder. Alors, un chiffre, 7%. Une prévision. Oui, l'objectif du gouvernement en matière de chômage d'ici 2022, c'est donc 7%. Il est aujourd'hui d'environ 8,8%. Alors maintenant, on connaît ce chiffre tous les 3 mois et non plus tous les mois. Les Français, quand même, l'attendent à chaque fois pour savoir si la situation économique s'améliore. Est-ce que vous pensez, vous, David Kella, que la stratégie du gouvernement est la bonne, puisqu'on voit que le chômage diminue depuis plusieurs mois? Le chômage diminue de temps en temps, puis parfois il remonte, parce qu'au dernier trimestre, il a un peu remonté. Mais la tendance est baissée. Oui, enfin, ça ne baisse pas tellement, en fait. Concrètement, on n'a pas du tout revenu sur les taux de chômage qu'on était avant la crise, de 2007-2008, puisqu'on était déjà à 7% à ce moment-là. Et puis, 7%, c'est pas non plus le plein emploi. Je pense même que 4-5%, c'est pas complètement le plein emploi non plus. Je pense que concrètement, on est déjà arrivé à des situations où on avait 3% de chômage, c'est déjà arrivé. Alors après, est-ce que la stratégie est le fruit des réformes menées par le gouvernement, ou est-ce que c'est justement des raisons exogènes? Non, clairement, il y a des raisons exogènes. Il y a d'abord la croissance qui est repartie, et la croissance, elle n'est pas repartie à cause des mesures gouvernementales. Elle est repartie parce que globalement, on est en phase de croissance partout dans le monde, y compris en Europe. Et ça, c'est pas du tout lié aux ordonnances Macron, qui d'ailleurs n'ont pas pu prendre leur effet, ni à la flexibilisation du travail qui a eu lieu auparavant. Par contre, le vrai problème, c'est la baisse de l'investissement public, c'est les difficultés qu'ont aujourd'hui le gouvernement à mener des politiques qui soient des vraies politiques de croissance. Emmanuelle Barbara, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement flexibilise, c'est vrai? Est-ce que ça permet quand même au chômage de baisser? Alors, comme je ne suis pas économiste, moi, je peux me permettre de dire autre chose ou avoir une approche peut-être un peu plus littéraire. Sur un point, la terminologie, tout simplement, flexibiliser, est un mot qui porte en soi est porteur plutôt péjoratif. C'est-à-dire flexibiliser, ça veut dire pas bien. Ça veut dire que... Alors du coup, on peut s'interroger par rapport à quoi? Donc la rigidité serait donc un idéal insurpassable. Alors non plus. Ça veut simplement dire, et c'est pour ça que c'est intéressant le poids des mots, c'est que ce mot est adapté par rapport à la situation qu'on a quittée. En gros, le monde de l'usine, si je puis dire, où l'objectif était dans un monde pérenne, relativement stable, de conserver un personnel
à son service et de lui offrir des protections en contrepartie. C'est ce qu'on a appelé finalement la figure du lien de subordination juridique tout au long de la vie. Ça, c'est cette figure-là qu'on est en train de quitter. Et donc, on est dans un autre monde. Et donc, ce mot flexibilité pour mesurer, dans le fond, ce que moi, je dirais de manière un peu moins tendancieuse comme étant une mise en adéquation, une mise en adéquation avec les attentes d'abord de qui. On est un peu dans une novlangue, là, dans la mise en adéquation. Oui, mais enfin, il y en a d'autres qui disent agilité. Mais il y avait un volet sécurité, il fallait flexibiliser. Alors attendez, j'y arrive. C'est qu'effectivement, temps numéro 1, et c'est vrai que c'est dû en même temps, temps numéro 1, on permet à l'entreprise d'avoir le droit de dire « il faut que je m'adapte » parce qu'entre la compression du temps, les nouvelles technologies, la mondialisation, et que sais-je, et la concurrence et la compétition, parce que la concurrence, quand on parle de croissance, etc., et quand on parle des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, on doit faire en sorte de permettre à ces entreprises de conquérir ces. Et après, on sécurise l'emploi des salariés. Et la contrepartie qui, sinon, fera que ce sera un véritable échec pour le XXIe siècle, c'est que si on ne sécurise pas le mouvement, et il s'agit de sécuriser le mouvement, alors que jusqu'à présent, on sécurisait le fait de ne pas bouger. Ça me fait penser à flexi-sécurité. Non, mais justement, quand on parle de mouvement et du fait qu'aujourd'hui, par cause des nouvelles technologies, on devrait avoir des emplois beaucoup plus flexibles et pouvoir licencier comme on veut, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où la connaissance est très importante pour l'emploi. Et capitaliser sur la connaissance, c'est essentiel aussi pour la survie à long terme des entreprises. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est aujourd'hui dans une logique de ce qu'on appelle la flexibilité externe, c'est-à-dire concrètement, on remplace les travailleurs, sauf que concrètement, ça ne marche pas du tout. Moi, je vois à l'université, on a des vacataires pour faire des cours qui sont des cours fondamentaux. C'est pas du tout bon, c'est pas du tout efficace. Attendez, ça veut dire, je ne comprends pas trop, Éric Heyer, ça veut dire que le plein emploi, c'est forcément des emplois plus précaires. Non, parce que c'est ça qu'on entend. Non, pas forcément. Non, mais vous voyez, ça se passe en Allemagne, aux États-Unis. Alors on se dit, est-ce que les deux sont corrélés? Ah non, mais alors effectivement, vous pouvez arriver au plein emploi avec plus de précarité. Ça, c'est possible, ça, c'est un choix. Et donc, vous avez les taux de pauvreté qui augmentent, les inégalités qui augmentent. Et finalement, des pays qui sont au plein emploi, le Royaume-Uni, les États-Unis, et qui finalement votent le Brexit et Trump. Ils ont un sentiment de déclassement, alors que quand on regarde macroéconomiquement, on dit mais tout va bien dans votre pays. Vous avez de la croissance, vous êtes au plein emploi, vous avez des salaires. Donc on peut être au plein emploi avec des emplois de qualité aussi. Et alors, oui, alors ça. Pourquoi pas? C'est le Japon. Mais alors, c'est pas le modèle anglo-saxon. Et vous voyez que le Japon, c'est la flexibilité interne, pas externe. C'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de jouer sur le temps de travail en interne, sur des phénomènes qui ne sont pas du tout, on ne licencie pas. C'est au contraire, c'est extrêmement rigide de ce point de vue-là. Mais c'est donc du coup là, le plein emploi, avec un taux de pauvreté qui est faible. Alors, je ne dis pas que c'est ça le modèle, ou alors c'est le modèle un peu à la scandinave, mais vous voyez que, attention, les pays anglo-saxons qui sont lancés dans cette stratégie, je pense que là, on est complètement à rebours. Ces pays-là vous disent, attention, ce n'est pas la voie. En tout cas, les citoyens de ces pays-là n'en veulent plus parce qu'ils, justement, ils veulent un autre modèle. Avant qu'on écoute le gouverneur de la Banque de France, je vois parce sauter. que, oui, je là, sursaute parce que flexibilité, vous l'avez tous les deux dit selon la même figure, c'est-à-dire l'idée qu'on jette par-dessus bord, dans le fond, le salarié de manière plus aisée. C'est vraiment cette espèce d'image, alors que ce que vous dites sur la flexibilité interne, la loi l'a donnée entre les mains des partenaires sociaux, mais qu'ils construisent quelque chose d'utile. Ils peuvent construire le droit à cet égard. Et encore une fois, licencier des gens aisément, comme si c'était d'une partie de plaisir, c'est une vue de l'esprit très théorique. Ça coûte cher de former un salarié et on en a besoin. Les mais ça a été facilité. Ça a été facilité par les ordonnances. Facilité par rapport à quoi? Par rapport à la donnée de la vitesse d'accomplissement. C'est-à-dire que dans le temps, on avait le temps. Oui, mais l'objectif n'est pas de laisser les gens par-dessus bord et surtout de laisser prospérer cette idée que, dans le fond, le seul objectif de l'entreprise, c'est de licencier. L'entreprise a intérêt à utiliser et à adapter, et c'est ce qu'elle doit faire. Et si elle ne le fait pas, elle a tort. Parfois, c'est un peu la facilité aussi. Certes. Si vous voulez bien, on va s'intéresser à la formation. On va s'intéresser aux emplois non pourvus et à la formation. Faites-nous écouter le gouverneur de la Banque de France. François Villeroy de Galhau, il était hier sur France Inter. Et alors, il est revenu sur les difficultés rencontrées par les entreprises pour embaucher. On l'écoute, on le regarde. La première difficulté dont il parle, c'est la difficulté à recruter aujourd'hui. Alors que nous avons encore 2 600 000 chômeurs, que nous avons des centaines de milliers de jeunes au chômage. Il n'y a sans doute pas de réforme plus importante aujourd'hui que d'augmenter les compétences de tous ceux qui se présentent sur le marché du travail pour correspondre mieux aux besoins des entreprises. David Tout le Kayla. monde s'entend sur ça, sur ce diagnostic? De fait, il y a des emplois non pourvus, d'après en tout cas les enquêtes qui sont menées.
On les estime à 300 000. Dans quel domaine 2 millions, Dans quel domaine en 2 particulier millions 700 000. Alors justement, le problème, c'est que c'est un peu tout le domaine, parce que la question de qu'est-ce que c'est qu'un emploi non pourvu? C'est un employeur qui répond à une enquête, qui dit, écoutez, moi je cherche quelqu'un, je ne trouve pas. Mais évidemment, s'il cherche un salarié à mi-temps payé au SMIC dans des conditions épouvantables, il ne trouvera pas. Il ne trouvera pas, et il a, j'ai envie de dire, bien fait pour lui, parce que si on ne trouve pas de gens, par exemple... Donc c'est les conditions de travail, d'embauche qui empêchent de pouvoir majoritairement, je veux dire, concrètement, le gouvernement, il a du mal à trouver des profs pour les lycées. On voit qu'il multiplie les campagnes, notamment dans des zones difficiles. Oui, mais les profs, ils sont parmi les plus mal payés en France. Donc évidemment, on trouverait plus facilement des profs si le boulot était plus, comme au Royaume-Uni, par exemple. Était plus attractif, c'est sûr. Éric Heyer, améliorer la formation, c'est l'alpha et l'oméga? À mon avis, on en fait un peu trop, on surestime. Oui, c'est-à-dire que globalement, oui, il est évident que mieux vous êtes formé, plus la probabilité de votre chômage est faible. Donc on a l'impression qu'il faut former. Mais attention, ce n'est pas former aux besoins forcément des entreprises. D'ailleurs, qui sait les besoins des entreprises dans 5-10 ans? C'est impossible. C'est faire en sorte, par contre, que tout le monde soit capable d'apprendre. Et donc, une entreprise, elle a besoin de quelqu'un qui va être formé à ses compétences. Mais ce n'est pas à l'éducation nationale ou quoi que ce soit, à former dans les compétences de demain. Donc moi je pense qu'effectivement il y a une polarisation aujourd'hui du marché du travail. Il y a des jeunes qu'on appelle les NEET qui n'ont rien. Alors c'est ça, les NEET, c'est-à-dire qu'ils sont ni dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni dans les stages, etc. Et donc ces 140 000 qui sortent chaque année, effectivement pour eux, même s'il y a 2,5-3% de croissance, la probabilité de trouver un emploi est faible. Mais ce sont des décrocheurs. Mais là vous voyez, c'est pas la formation en 6 mois, 9 mois qui va les remettre dans le coup. Donc on voit bien que ça part de la petite enfance. Ça part, il faut mettre le paquet. Enfin, vous voyez, il y a des études du Collège de France qui font froid dans le dos, qui vous expliquent qu'on sait à 80% qui vont être ces décrocheurs à la fin de la maternelle. Ouais, c'est le milieu social qui joue beaucoup. Donc, puisqu'on le sait, mettons le paquet au début initial. Et en attendant, parce que ça, il faut attendre quand même 16 ans pour avoir des résultats, vous voyez, les emplois aidés, c'était pas si mal que ça. Et je veux dire que je pense que le fait d'avoir dit non, mes emplois aidés, c'est n'importe quoi, on se plante là-dessus. Non, et ces personnes qui ont échoué en scolarité, vous pensez que vous allez dire, vous allez dans une école de la deuxième chance, ils vont avoir des boutons. Les emplois aidés qui ont été diminués par le gouvernement. Et oui, alors que les emplois aidés, avec de la formation pendant 3 ans, parce qu'on apprend un métier en 3 ans quand on est peu qualifié, c'était une possibilité de remettre ces jeunes un peu dans le bain. Alors vous venez de dire une école de la deuxième chance, ce qui me mène à quelqu'un qui a utilisé exactement cette expression, vous n'allez pas l'aimer, c'est Xavier Niel, qui considère en tant qu'entrepreneur qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Xavier Niel, le milliardaire des télécoms, qui a fondé une école à sa main, d'une certaine manière, l'université rêvée, l'école 42. Voici son portrait, amusé et plus, par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si le chômage est un fléau national, un entrepreneur français a un plan. Alors, faut-il encoder Xavier Niel? Xavier Niel est un roi des télécoms, fondateur de Free, le chambellan des box à tout faire. Autodidacte pressé qui a abandonné une prépa scientifique, Xav fonde aujourd'hui des écoles d'informatique et revendique un taux d'insertion professionnelle de 100%. C'est pour embaucher un jeune de chez vous. Une spécialité? Phishing, ransomware. Ouais, hacking, tout ça là. Ouais, voilà, hacking. Autre chose? Ouais, qui ferme bien sa gueule. Ah ouais, qui ferme bien sa gueule. Notez. Ferme sa gueule. Ouais. Voilà. Avec ses milliards, presque 6, Xav, le polyinvestisseur compulsif, finance l'école 42 et ses émules en Amérique, Chine, Maroc ou ailleurs. Dans ces bétaillères, pas de diplôme requis à l'entrée, pas de prof, pas de jeunisme. On pisse du code à en crever et on trouve un boulot. J'avais dit un code Mao, pas un code en V ou un rat de code. Demain matin, 6h, je veux un code impeccable, sans faux bits. Même s'il s'est embourgeoisé, collectionne demeures, titres de presse et art contemporain, Xav est un roturier passé par le Minitel Rose et la prison. Son idéal pédagogique n'est pas de former les citoyens penseurs d'un futur plein d'avenir, mais de rassasier une industrie vorace. Mais non, mais si tu dois coder une appli de partage de cerf-volant ou de porno canin, eh ben c'est pas Nietzsche et Montesquieu qui vont t'aider. Xav milite pour la deuxième chance, contre l'héritage et paye fièrement sa dîme en France. Mais derrière le patriotisme social, il démontre une volonté de hacker l'establishment. Son école de Stormtroopers du code, présentée comme alternative viable à l'enseignement traditionnel, prépare l'avènement du geek tout-puissant.
Merci Thibault Noll. David Kella, après tout, est-ce que ça n'est pas complémentaire ou est-ce que vous voyez ça comme le lieu où se fabrique l'avènement de cette fameuse Startup Nation? Ah non, mais moi je trouve que faire ce genre d'initiative tout à fait privée, mais de former des gens, enfin, moi je trouve que c'est plutôt bien. Hein. Alors évidemment, c'est des boulots qui sont très spécialisés, mais sur le fond, enfin oui, très bien. C'est complémentaire. Un économiste atterri applaudit l'initiative de Xavier Niel. Ben, c'est formidable, mais c'est bien, on est ouvert. On s'intéresse à la formation. Oui. Plutôt au plein emploi. Oui, au plein emploi. Au concept de plein emploi. Quand même une question. Est-ce que si on arrive au plein emploi, est-ce que ça veut dire que le rapport de force va changer en faveur des salariés? On dit aujourd'hui qu'il est en faveur des patrons. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la négociation salariale? Enfin, encore une fois, il s'agit de mobiliser Madame Irma, j'en sais rien, mais fondamentalement, on peut imaginer dans certains secteurs, c'est déjà le cas, hein, le rapport s'est inversé. Alors on dit dans l'économie de la connaissance, dans les compétences très techniques, très recherchées, etc. Donc là, à cet égard, c'est vrai que le rapport traditionnel de la figure de l'employeur qui a pour objet d'abuser de son pouvoir à l'égard du salarié, ce rapport est inversé d'ores et déjà. Ce rapport pourrait être élargi à d'autres activités, étant précisé aussi que, je rappelle quand même incidemment, on verra ce que ça donne, hein, mais le fait d'avoir considéré que les entreprises avec les partenaires sociaux peuvent bâtir le droit, co-construire leurs règles, réévalue fondamentalement le pouvoir et fait passer peut-être de l'état de minorité à majorité. Ça, c'est le rêve du gouvernement actuel. Éric Heyer, est-ce qu'il peut y avoir une inversion du rapport de force? Oui, alors, mais simplement, comment on va la mesurer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on la mesure qu'avec les salaires. On se dit, tiens, c'est les salaires qui vont progresser. Et donc là, alors, il ne se passe rien. C'est-à-dire que globalement, il n'y a plus ce lien, ça s'appelait la courbe de Phillips, quand le chômage baisse, les salaires progressent très vite. Il existe plus vraiment, y compris dans les pays qui sont en plein emploi. Et là, vous voyez, on parle beaucoup de difficultés de recrutement aujourd'hui en France. Et dans les secteurs où les difficultés sont plus importantes, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Donc on pourrait se dire. Alors, donc ça veut dire que peut-être que c'est d'autres forces qui sont en place, comme, et ben voilà, maintenant on ne demande pas forcément des salaires, mais on demande d'être autonome, on demande d'avoir un peu plus de vacances. L'aménagement du temps de travail. C'est-à-dire que globalement, je pense que si on ne se focalise que sur les salaires, on passe à côté peut-être du rapport de force, qui est peut-être un peu différent en termes de quelle est sa place dans l'entreprise. Il y a une vraie mutation. Il faut aussi distinguer selon les emplois. Hein. Les rapports de force ne sont pas les mêmes selon qu'on cherche un travail qui est très demandé. Enfin, clairement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que justement, à cause de la société de la connaissance, on a des gens qui sont très bien insérés, qui peuvent négocier très facilement leur boulot et qui vont avoir des salaires aussi qui vont beaucoup augmenter. Et puis, on a toute une partie des gens qui doivent se contenter du SMIC parce qu'ils n'ont pas le rapport de force. Et on a une explosion des inégalités, à la fois en France et aussi à l'international, qui sont aussi liées à ces rapports de force qu'on a un peu libéralisés en supprimant toutes les règles. Hein. Alors, la question de l'intelligence artificielle se surajoute à cette problématique. Est-ce qu'elle va bouleverser l'emploi? Oui, peut-être pas l'emploi, en tout cas en attendant, parce que hier, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 20 millions d'euros, 20 millions qui seront entièrement dédiés à un projet qui est baptisé Intelligence Emploi. Le but, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service de la recherche d'emploi. Concrètement, Pôle emploi va avoir recours à l'IA pour automatiser certaines tâches, compiler, analyser des données. Par exemple, on va chercher quels sont les mots que les gens vont taper dans la barre de recherche du site, depuis quelle zone géographique ils vont faire des recherches. Donc c'est le big data et l'intelligence artificielle pour fluidifier les tâches et pour aider évidemment les conseillers dans leur travail, dont on a beaucoup critiqué l'efficacité et les compétences, souvent à tort d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ce que jure Pôle emploi. L'intelligence artificielle va aider les conseillers et non pas supprimer des postes de conseillers. Ça ne va pas remplacer des conseillers, ça on est obligé de les croire sur parole pour l'instant. En tout cas, c'est l'éternel débat, c'est l'intelligence artificielle, la technologie, est-ce que ça détruit ou est-ce que ça crée des emplois? On sait que les Français, eux, en ont plutôt peur. 60% des Français, ils sont réfractaires d'après un sondage, notamment par peur de se faire voler son travail par un robot. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont asséné des chiffres très très alarmants comme ça, notamment celle qui disait que l'emploi de 3 millions de Français serait menacé par l'intelligence artificielle. Évidemment, ça fait peur et la question a fini par être tranchée par un rapport de l'OCDE et un autre du Conseil d'orientation pour l'emploi qui ont livré les mêmes conclusions tous les deux. C'est 9% des travailleurs français qui présenteraient, je cite, un risque élevé de substitution par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour les emplois détruits. Éric Heyer, quand on parle d'emplois créés par l'intelligence artificielle et le numérique, la technologie, on parle de combien d'emplois et de quel type d'emploi, pour qui? Bon, ça c'est plus compliqué. Enfin, c'est assez compliqué, mais globalement, toute forme d'innovation, effectivement, permettent des gains de productivité. Et donc, ces gains de productivité, en deux mots, ça veut dire qu'on peut produire
La même chose avec moins de personnes. Donc forcément, il y aura des destructions d'emplois avec ces gains de productivité. Mais si le monde est bien fait, ces gains de productivité permettent de créer plus de richesses. Ces plus de richesses permettent de créer des nouveaux besoins. Créatrice. Et c'est fait vraiment de la destruction créatrice. Et au bout du compte, on a créé plus qu'on a créé. Sauf que ça veut dire qu'on a bien redistribué les richesses. C'est que effectivement, si vous redistribuez très mal les richesses et si ceux qui ont ces gains de productivité les captent dans des rentes, etc., alors là, il y aura plus de destruction que de création. Ça veut dire que le robot n'est pas forcément l'ennemi du travailleur. Non, si on est bien dans un modèle de redistribution. Vous avez des doutes sur ça? On a aussi une question un peu spécifique qui se pose en particulier pour la France. C'est que les emplois qui ne sont pas détruits, en fait, qui ne peuvent pas être détruits, c'est ce qu'on appelle les emplois relationnels. Des emplois qui sont du temps humain. Je veux dire, par exemple, moi j'enseigne, eh bien, je suis obligé de corriger des copies et je ne vais pas laisser faire ça par une machine. Un algorithme. On peut faire des QCM, etc., mais ce n'est pas du tout les mêmes types d'épreuves. Quand on soigne des malades d'Alzheimer, par exemple, on parlait tout à l'heure, bon, ben, on a besoin de vraies personnes. On peut pas avoir des robots. C'est quel type d'emplois qui sont menacés très clairement alors? Les emplois de sécurité aussi. Alors non, les emplois qui ne sont pas menacés, ce sont ces emplois relationnels. Et ces emplois relationnels, ils ont de la valeur parce que le temps humain a de la valeur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, ces emplois qui sont dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, ce sont des emplois publics. Et on refuse, pour des raisons dogmatiques, de créer ces emplois-là. Donc forcément, on a du chômage. Quand en Allemagne, la santé, c'est privé, ou aux États-Unis, ou quand dans d'autres pays, on a des parts entières d'emplois relationnels qui sont privés, alors là, pas de souci, ces emplois privés, c'est de la richesse, on les crée. Le problème qu'en France, c'est qu'il faut qu'on admette que si les réserves d'emploi sont des emplois de ce type-là, eh bien, il va falloir qu'on augmente l'emploi public ou alors qu'on change complètement de modèle. Emmanuel Barbara, est-ce qu'il faut augmenter l'emploi public pour des missions qui ne peuvent pas être confiées à relationnel, entre guillemets. Sachant aussi que les statistiques sont récurrentes, les travailleurs français sont très productifs. C'est quand même une manière d'être en compétition intelligente avec l'intelligence artificielle, justement. Écoutez, je ne sais pas trop s'il faut localiser ce genre d'emploi dans l'emploi public ou ailleurs. Ça, je n'y ai jamais réfléchi. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a une recomposition qui joue. Et fondamentalement, d'ores et déjà, dans les recrutements, je parle de salariés, j'allais dire, dont l'emploi n'est pas détruit la semaine prochaine, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cognitive devient prépondérante. Donc c'est vrai que cette humanité, finalement, qu'on est en train de recouvrer d'une certaine manière au travers, paradoxe, de cette robotisation, fait qu'en effet, il y a des emplois, des gisements d'emplois, alors dans un certain nombre de secteurs, y compris le secteur qui touche aux services rendus aux personnes, et Dieu sait qu'on en a besoin, et à raison du vieillissement de la population, les familles monoparentales, enfin bref, etc. Donc il y a quand même des gisements. Alors, tout le monde ne peut pas faire ceci et cela. Ça veut simplement dire que le travail ne va pas disparaître en tant que tel, parce que ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que la fameuse coopération avec les robots, avec l'intelligence artificielle, est aussi à l'œuvre. Et donc cela, on le verra, et l'être humain a toujours créé du travail. Quelle note d'espoir pour terminer ce débat magnifique. Merci à tous les trois.